des contraintes de retour, des contraintes de train. C'est toujours sympathique de terminer une journée. Alors, on ne fera pas de conclusion aujourd'hui, c'est plus une clôture de la journée. Et puis les enseignements, il y aura un moment pour les tirer avec les membres du conseil scientifique et les membres du conseil d'administration. Mais c'est vrai que quand s'était posé la question de ce colloque annuel, faire un retour sur la question de l'autonomie, ça nous semblait important. J'ai bien aimé ce que disait Pascal en début d'après-midi avec l'image des marées. Il y a un va-et-vient, mais c'est vrai que pour nous, c'est une question permanente. Alors quand je dis pour nous, pour l'Observatoire, mais je me souviens en 2001, lorsqu'on avait refondé un petit peu, effectivement, notre analyse de ce monde des cadres et de l'encadrement, on parlait effectivement d'expertise et de technicité, on parlait de responsabilité, bien sûr, et on parlait déjà d'autonomie. Et puis d'ailleurs, au fil des préparations d'ailleurs d'événements et de congrès, on se disait ce ne serait pas inutile quand même de revisiter finalement cette question. Ça ne nous fait pas peur, entre guillemets, de revenir sur cette question. Et c'est vrai que la réaborder peut-être sous des angles nouveaux, en fonction des réalités qui ont quand même changé depuis 2001. Le titre qui figurait dans le programme, c'était « Continuer à travailler », cette question de l'autonomie. Et pendant ce colloque, je pense que on n'était pas dans le simplisme, hein. On était dans des regards croisés, à la fois faits de témoignages, faits d'apports, d'experts aussi. On est bien dans cet espace qui fait toute l'originalité et la singularité de l'Observatoire, on pourrait dire sa valeur ajoutée. C'est à la fois de croiser les regards, c'est de croiser les expertises, c'est de provoquer aussi du débat, y compris du débat contradictoire sur ces questions. Alors depuis ce matin, c'est vrai qu'entre la première intervention et puis les différentes tables rondes, j'ai pris simplement quelques formules ou quelques mots-clés, mais individu contre individualisme, un processus, c'est pas une injonction, c'est un apprentissage, parce que l'autonomie c'est une valeur, une capacité à dicter ses propres règles, être à côté ou en dehors du cadre. C'est vrai que pour nous, qui parlons beaucoup effectivement des cadres ici, un cadre qui travaille dans un cadre mais qui sort du cadre, c'est effectivement quelque chose qui nous amuse toujours beaucoup. Mais cette capacité, et j'ai bien aimé ce qui a été dit aussi cet après-midi par Dominique Genelot, cette capacité, on en parlait au moment du déjeuner, de mettre à distance, de faire un travail de réflexivité, enfin, je pense à ce que l'on fait dans le cadre d'autres formations, où on invite des cadres et des managers à mettre un peu de distance, finalement, à prendre aussi cette bonne distance, y compris d'une analyse critique, d'un certain nombre d'outils de gestion et de management. Ça rappellera des souvenirs à Marie-Noël qui est là, parce que pendant des années, on a travaillé effectivement sur ces questions. Donc voilà, je pense que c'est pas inintéressant effectivement de revisiter un peu cette question, la question du pouvoir d'agir, et puis et pas simplement de réagir. Alors, pour continuer à travailler, il y a différentes façons de faire. L'Observatoire continuera bien sûr. Il y a un certain nombre d'outils et d'instruments. D'abord, cette journée, elle a été filmée. Il y a une vidéo, effectivement, sur laquelle on peut effectivement retravailler. J'en profite également pour dire, il y a plusieurs revues d'ailleurs et livres qui ont été cités. D'ailleurs aujourd'hui, ils étaient mis à la disposition effectivement des participants. Il y a aussi un numéro de la revue Cadre qui porte aussi sur cette question de l'autonomie. On a cité le rapport de Terra Nova. Il y aura des actes de ce colloque, donc je passe là-dessus. Mais c'est autant effectivement d'outils et d'instruments qui permettent de continuer à travailler sur cette question. Alors, pour ne pas être trop long, moi c'est plutôt une interpellation des différents acteurs. Alors, il y a un acteur qui n'est pas trop présent aujourd'hui, mais qui s'intéresse quand même parfois à la question de l'autonomie, à la question de l'autonomie professionnelle et à la question du travail, c'est l'acteur politique. Alors je vais passer très très vite là-dessus, mais quand même la question de l'autonomie des acteurs, ce n'est pas une question qui est quand même tout à fait neutre. Et on l'a bien vu effectivement au cours de l'année 2016, à un moment particulier qui était effectivement sur la loi travail, mais on est aujourd'hui dans les présidentielles, où vous avez quand même un certain nombre, je dirais, de candidats qui vont aussi sur ces questions, et qui en parlent parfois avec des simplifications réductrices, pour utiliser une autre formulation. Donc c'est bien de remettre le débat et de rééclairer aussi ces questions-là avec cette pluralité des points de vue. Une interpellation également des employeurs et des représentants, parce que combien de fois n'a-t-on pas entendu quand même derrière le mot autonomie, je me souviens quand il y a eu la mise en place du forfait jour et les cadres autonomes, autonomes au sens, de toute façon, ils sont tous autonomes, comme on disait, tous télétravailleurs demain. Oui, on a vu ce que c'était, c'est pas si simple que cela. Donc ça ne peut pas être non plus synonyme de débrouillez-vous. On voit bien qu'on ne peut pas parler de la question de l'autonomie sans parler non plus de la question de l'équipement et de la question des appuis.
Ça interpelle bien sûr les employeurs, leurs représentants, ça interpelle les RH. On a souvent cette discussion avec les RH aussi. En quoi vous êtes effectivement des apporteurs d'appui, des apporteurs. Est-ce que vous créez quelque part les conditions non seulement du bien faire, mais aussi les conditions d'une réelle autonomie professionnelle? C'est une interpellation qui est aussi adressée aux employeurs. Toujours dans cette interpellation des employeurs, enfin, on voit bien que la question du dialogue, la question de la délibération est une question essentielle. Qu'a-t-on fait des espaces de dialogue professionnel dans l'accord national sur la qualité de vie au travail? Quels sont les acteurs qui s'en sont saisis? Si autour de la table, et ici dans cette salle, il y a des gens qui ont déjà des expériences abouties, voire très très avancées sur cette question, qu'ils lèvent la main. Alors là, évidemment, on interpelle des syndicalistes, on interpelle aussi un certain nombre d'acteurs, des consultants, mais du côté des employeurs, il reste effectivement beaucoup à faire. Alors on pourrait dire qu'il y a une certaine peut-être timidité, mais ça vaut le coup de se poser la question pourquoi. Et donc ça me permet de faire aussi une interpellation aux élus et aux organisations syndicales. Enfin, je crois qu'il y a une remarque de Martin ce matin en disant, mais bon, les organisations syndicales, est-ce qu'il y a finalement, alors quand on dit les organisations syndicales, évidemment, on parle au pluriel de toutes les organisations, mais c'est quand même une vraie question. Pour avoir été en grande proximité avec la délégation CFDT, qui effectivement négociait cet accord sur la qualité de vie au travail, et particulièrement la mise en place des espaces de dialogue professionnel, je peux vous dire qu'autour de la table, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs qui avaient un véritable engouement sur cette question. Alors, pas du côté employeur, ça je viens de le dire, mais du côté des organisations syndicales, autoriser et promouvoir le dialogue professionnel, donc sur la professionnalité, sur la question des compétences, finalement dans des collectifs de travail, là où se joue finalement tout l'ajustement, les aléas, enfin tout ce dont on a parlé aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs qui étaient empressés. Et là, on voit bien que derrière la question de l'autonomie, il y a une autre question importante qui est celle de l'émancipation, finalement, des individus, y compris des individus au travail, et que la relation à cette question, aujourd'hui, dans le syndicalisme français, force est de constater qu'elle n'est pas la même d'une organisation à l'autre. Non, mais c'est important de le redire, parce que les freins, ils sont aussi là, inévitablement. Et je veux dire, les mêmes d'ailleurs qui n'ont pas voulu des espaces de dialogue professionnel et de la qualité de vie au travail sont curieusement les mêmes qui ne voulaient pas des sections syndicales et qui ne voulaient pas non plus du droit d'expression des salariés. Donc c'est une interpellation vers les organisations syndicales d'une façon plus générale. Là aussi, une interpellation du syndicalisme, et avec Yves qui a beaucoup travaillé sur la question de la triangulation. On y reviendra dans un certain nombre de cas sur clients, usagers, et puis finalement employeurs. On voit bien que là, ce qui se joue dans cette interface-là, pour qu'il y ait une qualité du service ou du produit, tout ce qui se joue aussi dans les aléas et dans l'ajustement. Je reprends souvent cette expression d'une collègue du Bureau national qui dit « Moi, en tant que manager, je passe 90% de mon temps à organiser finalement les ajustements. » Les ajustements, c'est-à-dire la réduction du grand écart entre du prescrit et finalement du réel. Ce n'est pas un cas isolé, ce qu'elle nous disait la collègue. Il y en a beaucoup qui sont dans cette situation-là. Est-ce que le syndicalisme a une prise sur cette question-là? Est-ce qu'il s'y intéresse d'abord? Et est-ce que c'est un enjeu pour lui? On pourrait dire pour une organisation à laquelle j'appartiens, la réponse est évidemment oui, parce qu'on a fait de l'économie de la qualité finalement un enjeu extrêmement important. C'est l'objet même du congrès de Marseille il y a 2 ans. Et puis l'année prochaine, il y aura un autre congrès confédéral. Mais bon, voilà, ça c'est des questions qui interpellent aussi, je dirais, le syndicalisme. Quand on parle des appuis, moi j'aime bien aussi parler des appuis externes, parce qu'on n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais vous avez tous des exemples où vous avez trouvé des appuis, malheureusement pas dans le syndicalisme, qui auraient pu être votre partenaire quelque part, social, mais vous les avez trouvés parfois dans des associations professionnelles. Et oui, ça existe aussi, alors ça ne s'appelle pas des syndicats, mais ça existe, et on n'a pas donné la parole aujourd'hui, mais on a eu l'occasion de le faire avec l'Observatoire, effectivement dans le passé, mais c'est important de dire qu'il y a un certain nombre d'appuis, il y a des gens qui travaillent aussi sur comment impulser et faire grandir en autonomie, ceux qui font de l'accompagnement précisément, ceux qui font parfois, alors avec toute la prudence que je mets autour du coaching ou du monitorat ou du tutorat, mais ça fait partie des ça. Sur les managers, je crois que c'était l'objet principal finalement de toute la journée d'aujourd'hui, et Pascal l'a dit effectivement en début d'après-midi dans son exposé, ça a été rappelé aussi par Dominique Genelot tout à l'heure. On fait avec les dépendances cachées, on fait avec un certain nombre de contraintes, mais une fois que l'on fait avec ou que l'on compose avec, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'ait pas d'autonomie. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles, mais ça veut dire que quelque part, on va s'en inventer d'autres collectivement, et puis parfois d'ailleurs individuellement. Il y a celles qu'on s'octroie, entre guillemets, ça a été dit aussi au cours de cette journée.
et c'est tout aussi important. Je terminerai juste en disant, et c'était aussi exprimé tout à l'heure, il faut accepter les logiques antagonistes, accepter les logiques contradictoires. Ça a été dit aussi par Sophie tout à l'heure. Bah oui, c'est pour ça qu'il y a aussi, je dirais, de la délibération. Et tant qu'il y aura ça, je pense qu'un observatoire comme le nôtre a encore un très très bel avenir, mais plus largement, le syndicalisme aura aussi un bel avenir s'il continue sur ces aspects-là. Il me reste à remercier, alors très chaleureusement, tous ceux qui ont contribué, bien sûr, d'abord à la préparation. Alors, je vais le faire sans citer tous les noms, mais tous les membres quand même du conseil scientifique et du conseil d'administration qui ont été dans cette préparation, qui a été un petit peu difficile dans différents contextes, mais qu'ils en soient tous effectivement remerciés. Tous ceux qui évidemment ont préparé la logistique, alors évidemment je pense à Jacotte, à Marie-Noël qui prend un certain nombre de notes. Je salue particulièrement Sylvie, elle est là, effectivement, dans sa préparation. Absolument, et puis toutes les personnes qui sur le plateau de la CFDT Cadre ont contribué à la réussite de cette journée, et je n'oublie pas évidemment Giréen de Florence qui dans ce contexte, avec Jean-Marie, avec Xavier et avec tous les autres, ont largement contribué à ce que cette journée soit une réussite. J'espère qu'elle vous aura intéressé, j'espère qu'elle vous donnera envie de continuer à travailler sur l'autonomie, et bon retour à tous.